Alors, préalablement, je voudrais remercier très chaleureusement Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous fait l'honneur à Fondafip de participer avec la mairie dans ce colloque, de l'organisation de ce colloque. Et je dois dire que les deux équipes, celle de la mairie de Paris et celle de Fondafip, se sont parfaitement accordées et c'était même assez remarquable. Je vais tout de suite te laisser la parole, Anne, parce que je crois que tu dois partir assez rapidement. Donc par conséquent, je te laisse la parole pour une allocution d'ouverture. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi que d'être ici avec Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, avec tous les élus. Je vais y revenir dans un instant, mais Michel Bouvier et Marie-Christine Esclassan ont été mes professeurs, comme ils l'ont été pour des générations entières d'acteurs publics qui aujourd'hui continuent à, comme moi, à avoir à l'esprit les enseignements qui ont été les tiens, Michel, qui ont été ceux de Marie-Christine, à savoir que les finances publiques ne sont pas une matière simplement pour technocrates, c'est une matière de vie réelle, c'est une matière politique, c'est une matière économique extrêmement importante. Et j'ai été marquée par ces enseignements et je suis heureuse qu'on puisse aujourd'hui, avec le Fondafip, travailler sur ce sujet qui est essentiel. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons une idée à germer au Conseil de Paris et on la doit à Nicolas Bonnet, à son groupe Parti communiste et Front de gauche, qui, lors du dernier débat budgétaire que nous avons eu, qui était un débat budgétaire bien sûr sérieux, comme tous les débats budgétaires, dans un contexte de contraintes, j'y reviendrai tout à l'heure, et Nicolas Bonnet, avec son groupe, ont eu l'idée, la très heureuse idée, de demander une rencontre, des assises, un moment de réflexion ouvert, large, sur la question des finances locales, de la fiscalité locale, de tout ce qui fait les ressources de nos collectivités et dans un contexte qui est aujourd'hui très particulier. Donc je veux vraiment remercier Nicolas et son groupe pour cette idée qu'ils ont portée et que nous avons tous repris avec beaucoup d'enthousiasme. Autour de cette équipe qui s'est constituée pour travailler sur cette journée, il y a bien sûr mon adjoint chargé des finances, Julien Bargeton, mon cabinet, la direction des finances, les équipes de la ville qui se sont aussi mobilisées et je veux vraiment les remercier. Donc cette journée va être consacrée aux finances locales et je le disais tout à l'heure, les finances locales ne sont pas une question annexe, accessoire, c'est vraiment un des piliers de la cohésion républicaine. C'est un moteur économique. L'intervention publique des collectivités est un moteur économique majeur. Les collectivités interviennent dans l'économie du pays à travers, et je salue Philippe Laurent qui nous fait aussi l'amitié d'être là, ainsi que tous les élus, ils seront nombreux pendant toute cette journée. Et donc, cette conception des finances locales comme un pilier de la cohésion républicaine, à la fois dans sa dimension économique, mais aussi dans la dimension sociale, est ce qui nous guide et qui va nous amener à travailler. Derrière cette action des collectivités locales, derrière les finances locales, il y a bien sûr de l'action concrète et de l'intérêt général. Donc, je veux le dire ici, cette intervention économique que nous portons avec nos collectivités, elle est au service de nos concitoyens et elle est un élément majeur du pacte républicain qui nous lie. Elle ne peut pas être, et c'est aussi le sens de cette journée, un monopole d'experts, de spécialistes. C'est une matière très technique également, hein, et c'est vrai que être un citoyen qui n'a pas eu la chance d'avoir les enseignements de Michel Bouvier ou de Marie-Christine Esclassan et se retrouver confronté à cette technique des finances locales, ça peut paraître un univers complètement abstrait, éloigné de son quotidien. Et donc cette journée est aussi une journée qui doit travailler sur cette lisibilité, sur cette transparence, sur ce meilleur accès
de ce qu'est cette matière des finances locales dans la vie de chacune et de chacun. Ces finances locales, ces règles doivent être le plus transparentes possible, le plus accessible possible. Et c'est aussi un sujet qui va être abordé dans cette journée. Moi, ma conviction forte là-dessus, c'est qu'il faut que chacun devienne un expert des finances locales. C'est ce que nous avons voulu faire, ce que j'ai voulu faire, notamment en développant ce budget participatif avec quand même 5% du budget d'investissement de la ville de Paris sur la mandature, c'est-à-dire une enveloppe de 500 millions d'euros qui va être décidée, portée par nos concitoyens. Il y a dans cette idée l'idée que chacun doit s'approprier la gestion de sa ville, que chacun peut porter des projets, mais il y a aussi dans cette idée de budget participatif le fait que c'est un exercice aussi pédagogique pour chacune et chacun que de s'approprier ces règles qui sont celles des finances locales. Comment marche un projet, comment on le budgète, comment on le porte, comment ça rentre dans la mécanique budgétaire d'une ville et comment, à partir d'un vote, c'est ensuite mis en exécution. C'est aussi ce que nous avons voulu faire avec ce budget participatif. Mais dans la visibilité de ce qu'est la vie budgétaire d'une collectivité, il y a un autre outil que nous avons voulu également porter avec force, et notamment avec Jean-Louis Messica, c'est l'open data budgétaire, que toutes les données de la ville, celles qui nous servent à nous, les élus, les administrations, les experts, celles qui nous servent à élaborer les budgets et à piloter cette ville qui a un budget de 8 milliards d'euros, eh bien, nous avons souhaité qu'il y ait un open data, que les données, y compris budgétaires, soient accessibles au plus grand nombre, aux chercheurs, aux universités, mais aussi aux citoyens, pour qu'ils puissent vraiment non seulement partager ces informations, mais aussi, du coup, peut-être partager avec nous tout le processus de décision qui amène à l'arrivée à faire des crèches, des écoles, des équipements publics, à embellir la ville, à investir pour notre économie. Les grands enjeux des finances locales qui vont être débattus, c'est d'abord cette équation financière des collectivités locales qui aujourd'hui est redoutable. Chacun le sait, chacun le sent. Les élus ici présents y sont confrontés. Nous sommes confrontés d'abord à une baisse de dotation de l'État sans précédent. Pour une ville comme Paris, ce sont 200 millions d'euros de baisse de dotation de l'État par an, donc 2015, 2016 et 2017. Ça veut dire un mur budgétaire pour une collectivité comme la nôtre qui est un mur extrêmement difficilement franchissable, et toutes les collectivités sont soumises à cette pression. Et alors que la croissance économique, même s'il y a des signes de reprise, reste très timide, nous le savons, dans une période de crise, la baisse des dotations, mais l'augmentation des prestations à la fois obligatoires, mais aussi des prestations facultatives que nous avons mises en œuvre pour justement servir d'amortisseur à cette crise, ça a un effet extrêmement difficile, une tension très très forte. Quand on a une augmentation des allocataires du RSA, de l'APA ou de la prestation pour les personnes handicapées, et qu'en même temps il y a ces baisses de dotation, que l'on veut maintenir un niveau d'investissement, ce qui est notre cas puisque nous l'avons décidé ensemble avec ma majorité sur la mandature, un niveau d'investissement sans précédent pour accompagner cette création de services publics indispensables, mais soutenir également l'emploi dans notre région, eh bien tout cela rend l'exercice extrêmement difficile. Je suis convaincue qu'on n'arrivera pas à surmonter cet exercice sans qu'il y ait une confiance retrouvée entre les collectivités locales et l'État. Et aujourd'hui, c'est bien cela le sujet essentiel. L'autonomie financière, l'autonomie budgétaire des collectivités est inscrite dans la Constitution. C'est le pacte, là aussi, républicain qui a cette relation, certes subtile, toujours ambiguë, parfois controversée, contradictoire, entre le pouvoir central et ce que l'on a appelé souvent et pendant longtemps les pouvoirs périphériques. Mais il faut de la confiance pour pouvoir fonctionner. Cette confiance, il faut la construire dans ce contexte extrêmement difficile.
il faut que l'État reconnaisse cette capacité d'innovation et d'intervention. Il faut que l'État reconnaisse le rôle moteur pour soutenir l'investissement et l'emploi. Et il faut que la vitalité des territoires soit un élément majeur à la fois du pacte républicain reconnu par l'État, mais aussi du projet de redressement économique du pays auquel nous ne pouvons que tous accéder. Les collectivités aussi, dans ces défis qui doivent être relevés, ont besoin de prévisibilité et de stabilité. Aujourd'hui, on est loin de ça. D'abord parce qu'il y a la réforme territoriale, je la soutiens sur beaucoup d'aspects, et aussi bien sur le Grand Paris que sur d'autres sujets. Cette réforme est utile, mais en même temps, cette réforme, conjuguée à ce que j'ai dit sur les baisses de dotation et à revoir l'ensemble des dispositifs, plonge les collectivités dans une incertitude qui est extrêmement difficile, et notamment à un moment où elles doivent faire leur budget dans ces contextes particulièrement contraints. Donc j'espère, je souhaite que les relations institutionnelles qui sont en train de se nouer, je sais qu'il y a un travail très important de l'AMF, de l'Association des maires de France, et donc Philippe Laurent est bien placé pour porter ces discussions avec le gouvernement pour que soient trouvées les solutions qui permettent de desserrer cet étau budgétaire, même si tout le monde a conscience qu'il faut faire des efforts, mieux gérer l'argent public. Un euro public doit être géré avec beaucoup de sérieux et chaque euro d'argent public doit être utile aux concitoyens. Tout cela, nous le savons, et nous faisons des efforts les uns et les autres extrêmement importants d'économie sur ce qui n'est pas directement en rapport avec le service public, mais en même temps, il faut arriver à créer les conditions d'un nouveau pacte avec les collectivités. Et dans un moment où souvent nous avons été accusés de tous les maux de la terre. Moi, je l'avoue, j'ai été extrêmement choquée du rapport de la Cour des comptes sur les collectivités. C'est une façon absolument qui n'est pas dans la rationalité et l'objectivité à laquelle la Cour des comptes devrait se tenir, que d'expliquer jour après jour que le déficit de la France serait lié aux collectivités. Nous savons très bien que les règles qui pèsent sur les collectivités, à savoir budget en équilibre et ne pas s'endetter autrement que pour investir, sont des règles très saines qui auraient dû d'ailleurs être inscrites aussi pour le budget de l'État. Et qu'aujourd'hui, la situation, même si les collectivités doivent faire un effort de mutualisation, de regroupement et même d'économie, bien évidemment, aller jusqu'à pointer les collectivités comme la source de tous les maux institutionnels de notre pays est quelque chose qui n'est pas acceptable, je l'ai dit, je le redis ici. D'autant que dans cette vision souvent extrêmement brutale, caricaturale qui est portée sur le rôle des collectivités, on oublie de mesurer l'impact social, l'impact en matière d'emploi. Que se passerait-il si demain les collectivités empêchées d'investir et ne pouvant plus assurer le fonctionnement des équipements publics se mettaient à baisser de façon drastique la voilure de tout cela? Que se passerait-il? On le sait, sur le front de l'investissement, et ça se voit déjà aujourd'hui, la baisse des investissements des collectivités a un effet immédiat sur l'emploi, notamment dans le secteur du BTP. Mais on sait aussi que ne plus construire d'écoles, ne plus construire de crèches, ne plus pouvoir investir dans des programmes d'aménagement ou des programmes locatifs, ça aura aussi un impact social sur la vie concrète, sur la vie quotidienne de nos concitoyens, ce qui a un coût social, un coût politique, un coût démocratique. Et donc, en manipulant aujourd'hui cette matière, les finances locales, c'est à cela aussi qu'on va s'attaquer, et c'est sur quoi il faut mettre des mots qui sortent de la bouche des experts, qui
pour un certain nombre d'entre eux, n'ont de cesse que de vouloir dire que finalement, sans collectivité, on s'en sortirait mieux. Il y a tout un courant d'économistes aujourd'hui qui considèrent que les collectivités territoriales, c'est quelque chose de superflu, ça ne sert à rien. Aller demander à un maire, à un élu, et je pense par exemple aux élus dans les petites communes, ou je pense à nos élus d'arrondissement à Paris, qui ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas indemnisés. Et ils ne rendraient pas de services qui n'auraient pas une valorisation. Si l'on retirait de Paris tous les élus locaux d'arrondissement qui ne sont pas indemnisés, qui font ça à titre bénévole, en plus de leur travail ou après une vie professionnelle, eh bien, il se passerait quoi? Il y aurait beaucoup moins d'accueil, d'accès, de rapports directs avec nos concitoyens. L'ambiance, la vie sociale de notre ville serait atteinte par cette absence de relation qui se crée aussi sur de la confiance. Donc on va parler de tout cela et je veux vraiment insister sur l'importance de cette journée. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je veux simplement dire que les pistes qui vont être évoquées ici, je souhaite qu'elles soient portées à la connaissance la plus large du public, bien sûr des élus de Paris. Le président de la commission des finances, qui est un élu d'opposition qui siège ici, élu du 16e arrondissement, Pierre Gaborio, est ici. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi à l'hôtel de ville un travail à partir des actes de cette journée et je souhaite qu'on puisse vraiment le diffuser très largement. Les pistes qu'il y aura, et je sais que vous allez en parler aussi, sur les réformes, la réforme fiscale qui est toujours annoncée et jamais tout à fait portée. J'ai eu l'occasion sur les sujets liés aux finances locales de dire que certes, il faut qu'on aille bien sûr vers plus de justice et la justice, ça serait peut-être sur les finances locales d'avoir la prise en compte du revenu des personnes. Je me suis opposée sur la méthode et sur le calendrier à la réforme des bases locatives, notamment à Paris, qui aurait eu un effet immédiat dans une opération interne à faire des transferts de charges et d'impôts de population vers d'autres, mais pas forcément avec cette logique de plus grande équité. Et donc, je m'y suis opposée. J'ai été entendue sur ce point-là, puisque nous sommes sortis de l'expérimentation dans laquelle on nous avait inscrits un peu rapidement et un peu autoritairement. Donc, tous ces sujets-là vont être discutés et je souhaite vraiment que, à l'issue de ce travail au cours de cette journée, nous puissions nous en inspirer, y compris pour l'élaboration du budget à venir, puisque le mur budgétaire que j'évoquais pour Paris est aussi un mur budgétaire que connaissent d'autres collectivités. Et je pense que nous avons besoin, en dehors de tout esprit polémique, avec un souci à la fois de rationalité, de transparence, de sérieux, mais aussi avec l'engagement qui est le nôtre, qui est le mien en tant que maire de Paris. Je veux réaffirmer haut et fort que Paris est prête à ce pacte de confiance avec le gouvernement et avec l'État pour que la confiance entre collectivités territoriales et État revienne et que l'on puisse repartir sur de nouvelles bases, sur des bases qui ne soient pas celles de la mise en cause, mais bel et bien celles qui permettront de contribuer au redressement de notre pays en affirmant le rôle du service public. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne pour cette intervention extrêmement dynamisante et qui nous pousse à la créativité, à l'invention. Nous avons besoin d'inventer, de créer dans le domaine institutionnel et dans le domaine des finances publiques en particulier et ici plus particulièrement des finances locales. Je ne vais pas perdre plus de temps à vous parler, à vous faire une allocution d'ouverture. Je vais immédiatement enchaîner sur le rapport de manière à ce que nous soyons dans les temps pour la prochaine table ronde. Alors, j'ai pas le... Oui, d'accord, je dirige là.
Bien, je vais vous parler donc de la... Je vais vous parler de la nouvelle gouvernance financière ou la gouvernance financière locale autrement. Alors, la question qui se pose immédiatement, c'est que pour ceux qui ont connu la décentralisation, c'est-à-dire les années 80 et même avant, la fin des années 70, la gouvernance financière locale, la décentralisation en général, eh bien, avait le vent en poupe. On estimait que la gouvernance financière locale, que la décentralisation allait permettre un nouveau développement économique et sortir de la crise des années 70. Crise terrible qui a commencé à se développer. On a d'abord pensé que c'était une crise conjoncturelle, mais en fait c'était une crise, maintenant nous le savons bien, c'est une crise structurelle. Et donc par conséquent, tout ce qui concernait les collectivités locales prenait un nouvel intérêt, ainsi d'ailleurs que la petite entreprise. Un ouvrage avait beaucoup de succès à ce moment-là, qui s'appelait Small is Beautiful. C'était un ouvrage d'un auteur britannique. Mais aujourd'hui, on se demande si cette gouvernance financière locale n'est pas en péril. Anne Hidalgo y a fait allusion tout à l'heure. Elle a parlé des difficultés que pourraient rencontrer dans le futur les collectivités locales en matière financière. Alors, est-ce que ça ne va plus entre l'État et les collectivités locales? Est-ce que les collectivités locales ne sont plus considérées comme un moyen de sortie de crise? C'est une question que l'on peut se poser. Et avant de se la poser, eh bien, il faut se demander où en sont les finances publiques, parce qu'en arrière-plan de tout cela, c'est quand même la question des finances publiques et de leur soutenabilité qui est en jeu et qui est concernée et qui est avancée d'ailleurs chaque fois que l'on parle des finances des collectivités locales et de la maîtrise de ces finances-là. Alors, les finances publiques, il faut quand même se le rappeler, ce ne sont pas uniquement les finances de l'État, c'est tout un ensemble qui est interrelationnel d'ailleurs, qui rétroagit, dont les acteurs rétroagissent les uns sur les autres. Ce sont les finances de l'État, ce sont les finances des collectivités locales, bien sûr, et c'est aussi, et le gros morceau, ce sont les finances sociales. C'est le plus gros morceau, les finances sociales, ça doit représenter actuellement 560 milliards d'euros, contre 370 pour l'État et environ 230, 250, selon les derniers chiffres de l'INSEE, c'est 250 pour les collectivités locales. Donc, par conséquent, des finances publiques qui fonctionnent un peu comme des vases communicants, ça, il faut l'avoir à l'esprit, bien entendu. On l'a à l'esprit depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent le rapport Guichard, qu'on a appelé aussi le rapport Vivre Ensemble, on était au milieu des années 70 à ce moment-là, eh bien, il est déjà question de cette relation entre les trois catégories de ces finances publiques. Alors, quelle est la situation des finances publiques aujourd'hui? Elle n'est pas excellente, vous le savez. Les chiffres que vous voyez là sur les slides sont les chiffres que vient de nous fournir l'INSEE. Vous le voyez, la dette, si l'on regarde la dette publique, c'est-à-dire la dette cumulée de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, la dette publique commence à atteindre des sommets puisque nous en sommes à 95,6% de dette publique brute aujourd'hui. Donc par conséquent, on est là sur une pente ascendante depuis un bon moment d'ailleurs, en ce qui concerne la dette. Et ça risque de s'aggraver dans les années qui viennent. On ne fait pas reculer la dette comme cela très facilement. Dette publique qui engendre un phénomène que vous connaissez bien, qui est le phénomène de la boule de neige, c'est-à-dire que plus vous vous endettez, plus vous avez d'intérêts sur emprunt à payer, plus ces intérêts sur emprunt s'accumulent, plus s'accumulent les déficits, et si on veut garder le même niveau de vie, on continue à s'endetter. Donc il faut bien, à un moment donné, s'arrêter. Vous le remarquerez, les administrations locales ne sont pas les plus dépensières en la matière, ce ne sont pas elles pour lesquelles l'emprunt est le plus élevé, puisque vous le voyez, c'est autour de 188 milliards, c'est-à-dire à peine, même pas 10% de l'ensemble de la dette publique pour les collectivités locales. Alors, ces collectivités locales, j'insisterai simplement sur un point, et c'est sur le point sur lequel d'ailleurs Anne Hidalgo a insisté, c'est la baisse des investissements. On le sait, les investissements locaux représentent l'essentiel des investissements publics, civils pour à peu près 73%. Si on rajoute la défense, on est à peu près à 60%. Donc par conséquent, s'il y a un fléchissement de l'investissement public local, il y a un infléchissement de l'investissement public général dans notre pays. Ce qui pose problème puisqu'on est très inquiet sur la question de l'investissement public et privé au niveau européen. Nous
sommes en concurrence avec d'autres continents, la Chine, les États-Unis, etc. Et il ne faut pas que notre investissement faiblisse. Et donc, par conséquent, l'investissement public comme l'investissement privé doivent être encouragés. Et là, la dernière note de la Banque postale, tout à l'heure Thomas Rougier en parlera beaucoup mieux que moi, montre un fléchissement de cet investissement. Un fléchissement qui est d'ailleurs présent aussi dans les derniers chiffres qu'a donné l'INSEE pour 2013-2014, avec évidemment une période qui est celle de l'après-élection municipale, l'après-élection locale, mais disons que ce fléchissement continue à se développer. Donc une situation des finances locales qui est aussi très marquée par ce qui a été dit tout à l'heure par la maire de Paris, c'est-à-dire en fait par cette réduction des allocations, c'est-à-dire cette réduction des dotations aux collectivités locales, comme vous le voyez là encore, mais ça, tout le monde maintenant est bien conscient du problème que pose cette réduction de 11 milliards d'euros d'ici 2017. Donc un défi à relever, à mon avis un défi majeur, c'est celui de l'investissement public local. Comment renouveler les équipements, comment entretenir les anciens équipements et comment faire pour acquérir des équipements nouveaux pour satisfaire les besoins des populations qui évoluent aussi considérablement d'année en année. Elle est centrale, cette question. Et la question cruciale qui nous est renvoyée, c'est celle de l'autonomie financière des collectivités locales. Certes, il y a un principe d'autonomie financière, pas d'autonomie fiscale, mais d'autonomie financière dans la Constitution, depuis la révision constitutionnelle de 2003. La question qui se pose, c'est est-ce que la soutenabilité des finances publiques peut s'accorder avec l'autonomie financière des collectivités locales? Alors cette gouvernance financière locale, cette autonomie financière locale, elle semble menacée, mais pourquoi est-elle menacée? Elle est menacée parce que, tout d'abord, nous vivons, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le milieu des années 70, les deux chocs pétroliers, 73-79, une crise économique qui a engendré une crise des finances publiques. Quand l'économie va mal, les impôts vont mal, les dépenses publiques continuent à évoluer et elles s'accroissent avec le chômage, avec la santé des personnes qui s'aggrave également. Disons qu'on a des dépenses sociales qui augmentent, on a des dépenses publiques en général qui augmentent, et si l'on veut garder le même niveau de vie, eh bien, on a un problème sérieux, c'est celui de la dette publique liée au déficit public. Déficit public qui sont liés eux-mêmes au fait que les recettes publiques n'avancent pas, ne progressent plus à la même allure que les dépenses. Elles progressent plus lentement et se produit ce qu'on appelle un effet de ciseau. Une crise qui, en fait, correspond à une véritable métamorphose, à une mutation de l'État et de l'économie, à une mutation du modèle de l'État et de l'économie. Nous ne sommes plus du tout dans l'État de la période des années 60 jusqu'aux années 70. On n'est plus dans cet État-providence idéal ou idéalisé aujourd'hui quelquefois. Nous ne sommes plus dans cette période-là, nous sommes dans un autre moment de notre vie en société. Alors ça, c'est une des raisons. Mais à cette raison-là, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dit tout de suite, écoutez, la sortie de crise, un des moyens, des facteurs de la sortie de crise, ce sont les collectivités locales. Il faut décentraliser, il faut rapprocher le citoyen du pouvoir, etc. C'est ce que l'on a dit dès la fin des années 70 et particulièrement en France avec la décentralisation des années 80. On a parlé à l'époque de revanche du local sur le central. On a développé l'autonomie de gestion, on a globalisé les subventions, on n'accordait plus des subventions uniquement au coup par coup, c'est-à-dire des subventions spécifiques. On a responsabilisé par conséquent les collectivités locales par le biais de ces subventions globales. On les a responsabilisés également par le biais d'emprunts globaux, de prêts globaux qu'on leur a accordés. Ils n'étaient plus liés aux subventions, ils n'étaient plus liés au plan, etc. de l'époque. Donc par conséquent, on a responsabilisé financièrement les collectivités locales. Et on a tablé sur le développement économique local. De nombreux colloques à cette époque-là se sont déroulés autour de la notion de développement local, de développement économique local. C'était une notion particulièrement importante, qu'il est toujours d'ailleurs, à ce moment-là, et qui a démarré véritablement à ce moment-là. Et puis le management local, la gestion rationnelle des collectivités locales a commencé à se développer à travers
des analyses financières. À l'époque, c'était du compte administratif, on y ajoutait quelquefois le compte de gestion, des analyses financières, mais aussi pour certains une programmation des investissements, pour d'autres également beaucoup plus réduit, bien entendu, l'essai de consolider les comptes de la collectivité avec les satellites de cette collectivité, également aussi des plans de trésorerie, etc. Donc une adaptation des modes de gestion des collectivités locales, des entreprises aux collectivités locales. Nous avions d'ailleurs, avec la Revue française de finances publiques, en 1985, organisé un colloque dont se souvient certainement Jean-Louis Laure qui est ici, qui portait sur le thème, donc une des tables rondes portait sur le thème, peut-on ou doit-on gérer une commune comme une entreprise? Donc par conséquent, on a pensé à cette époque-là que finalement c'était la fin des Jacobins. Et ça depuis 1978. Un projet Bonnet, sous la présidence de Giscard d'Estaing, avait commencé à introduire un projet de décentralisation qui s'est enterré au Sénat et qui a été ensuite relayé par la gauche au pouvoir à partir de 1981, ce qui a donné les lois de décentralisation de 82-83, les lois de fer. Donc par conséquent, un phénomène de développement local important, de confiance dans le secteur local très important, et puis peu à peu, s'est installé une sorte de quiproquo. On a vu l'autonomie fiscale se réduire. Se réduire pourquoi? Parce qu'on a pratiqué à partir des années 80 une politique de réduction de la fiscalité. On a réduit d'abord la fiscalité de l'État. Le taux d'imposition, par exemple, à l'impôt sur les sociétés est passé il était à 50% des résultats fiscaux de l'entreprise, de l'entreprise en société, était de 50% jusqu'en 85. À partir de 85, on a commencé à le réduire jusqu'à 33 un tiers, et même un peu moins maintenant pour certaines entreprises. Donc par conséquent, un mouvement général qui n'était pas seulement présent en France, s'est développé dans le monde et d'abord dans les pays développés pour réduire la fiscalité. Pour réduire la fiscalité en partant du principe que, réduisant la fiscalité, on permettait aux entreprises d'investir et donc de relancer l'économie. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Donc par conséquent, on a réduit la fiscalité de l'État, mais aussi celle des collectivités locales. Enfin, on a essayé de réduire la fiscalité de l'État et des collectivités locales. Les collectivités locales n'y étaient pour rien. Ce sont les parlementaires qui votent les impôts selon un principe bien connu qui est le principe de l'égalité fiscale. Les collectivités locales n'ont pas le pouvoir de décider de créer un impôt, de le supprimer ou d'en modifier les règles. C'est le Parlement. Et donc, par conséquent, le Parlement a décidé à un moment donné de réduire la fiscalité locale, et particulièrement la fiscalité sur les entreprises. Et les collectivités locales ont dit, mais nous avons un manque à gagner, et on a, dans certains cas, compensé en totalité, et dans d'autres cas, compensé seulement en partie le manque à gagner de ces collectivités locales en matière d'impôts locaux, de produits d'impôts locaux. Ces compensations atteignaient des sommes considérables à un moment donné. Mais progressivement, ça voulait dire que la fiscalité locale, elle était pleine de trous. Elle était pleine de trous qui font penser à une table qui est complètement mangée par les termites. Il suffisait d'appuyer dessus pour qu'elle s'écroule. Et il y a eu effectivement une réforme avec la loi de finances pour 2010 qui a réparti la fiscalité locale entre niveaux de collectivité territoriale et qui a réduit considérablement, d'abord pour les régions, ensuite pour les départements et un peu moins pour les communes, pour le bloc communal, l'autonomie fiscale des collectivités locales. La question a été ensuite réglée, cette question du principe d'autonomie fiscale des collectivités locales, par une décision du Conseil constitutionnel par rapport à cette loi de finances pour 2010 qui a dit qu'il y a un principe d'autonomie financière, mais il n'y a pas de principe d'autonomie fiscale. Or, cette autonomie fiscale, elle avait été portée au nu à partir des années 80. En 1980, une loi permet aux collectivités locales de voter les taux d'imposition. Ça veut dire que le Parlement délègue une partie de son pouvoir aux collectivités locales. Donc l'autonomie fiscale locale, avec des impôts propres, des impôts sur lesquels elle peut voter les taux, etc., était une question essentielle, considérée comme essentielle pour les collectivités locales. Elle est d'ailleurs essentielle. Une collectivité locale disposant d'une fiscalité propre et sur laquelle elle peut agir est une collectivité qui a évidemment plus d'autonomie en général
qu'une collectivité qui est liée aux subventions que lui verse l'État. Mais l'autonomie de gestion a été menacée aussi dès la seconde moitié des années 80. En 1986, un rapport est demandé à un membre de la Cour des comptes, un conseiller maître à la Cour des comptes, Reynaud, et à un inspecteur général des finances, Feuillet, pour leur demander de faire le point sur les finances locales. Le rapport, qui avait été demandé par Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur à l'époque, le rapport montre que les dépenses des collectivités locales progressent plus vite que celles de l'État et qu'il faudrait les maîtriser, ces dépenses. Alors on parle de normes de dépenses, mais on a du mal à la mettre en place du fait du principe de libre administration des collectivités locales, mais on propose dans ce rapport-là une liaison entre la dotation globale de fonctionnement qui avait été créée en 1979 et l'évolution des dépenses des collectivités locales. Et dans tous les rapports qui ont suivi, on a retrouvé la même chose jusqu'à aujourd'hui. Donc par conséquent, une autonomie de gestion qui est elle-même menacée sur ses fondements et qu'il est d'autant plus menacé que si on réduit encore les subventions des collectivités locales, la question de la norme de dépenses se pose d'ailleurs d'une façon tout à fait particulière. Donc, un quiproquo qui s'installe et une discipline financière européenne qui se renforce. Une discipline financière européenne qui se renforce, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais vous le savez bien, qui va dans le sens de la recherche de la règle d'or, c'est-à-dire d'un équilibre général des finances publiques, pas seulement des finances de l'État, mais de l'ensemble des finances publiques, État, collectivités locales et sécurité sociale. Donc une globalisation qui va encore dans le sens de la soutenabilité des finances publiques et qui pousse à des restrictions budgétaires, bien entendu. Restrictions budgétaires qui sont, si on considère l'endettement public actuel, évidemment, qui se conçoivent parfaitement, vous l'avez bien compris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans cette situation-là. La gouvernance financière locale, alors quelle solution? Comment en sortir de cette histoire? Comment faire en sorte que les choses puissent aller mieux et que les finances locales puissent se développer? Alors, vous les connaissez, ces solutions, les uns et les autres. Il y a des solutions à court terme, pomper dans la trésorerie, bien sûr, emprunter, bien entendu, les taux d'intérêt ne sont pas élevés aujourd'hui, vous le savez, jouer sur la masse salariale, mutualiser, contrôler la gestion d'une manière générale. On connaît les pratiques de contrôle de gestion, je vous le disais, depuis déjà avant les lois de décentralisation, on commençait à pratiquer le contrôle de gestion dans certaines collectivités locales dès la fin des deuxième moitié des années 70. Augmenter les impôts, ça a été le cas, la tarification, baisser le niveau d'investissement, ce qui réduit aussi les dépenses de fonctionnement qui sont liées aux investissements, réduire donc les investissements, faire participer aussi les citoyens, c'est ce que l'on peut rencontrer quelquefois, donner une journée de travail, on a pu voir cela tout à fait récemment, d'une manière générale, arriver à contrôler la gestion. On a les moyens de le faire, on connaît les moyens, puisque je le répète, cela fait quand même pas mal d'années, je dirais même de dizaines d'années, que l'on pratique le contrôle de gestion dans certaines collectivités locales. Pas dans toutes, évidemment, vous le savez, il y a beaucoup trop de collectivités locales en France qui sont très petites pour pratiquer cela, mais disons que beaucoup de collectivités locales se sont lancées dans le contrôle de gestion déjà depuis fort longtemps et ont même servi de laboratoire d'idées à l'ensemble du secteur public. Alors, il y a aussi des enjeux à long et moyen terme. Les enjeux à moyen et à long terme, eh bien, c'est la réforme de la structure de la dépense publique. La dépense publique doit être restructurée. Alors, nous sommes dans un autre monde, dans une autre société. On ne peut pas raisonner de la même manière que dans les années 60, 70, 80 et même 90. Il faut donc, par conséquent, repenser la structure de la dépense publique. Nous avons trop la tête sur le nez sur le guidon et n'avons aucune réflexion sérieuse sur ce sujet-là. Moi, j'entends rabâcher les mêmes choses depuis des années. Ça fait des années que je travaille sur les finances publiques. La réforme fiscale, c'est aussi la question qui revient sans arrêt. Mais là, je trouve qu'elle se pose d'une façon cruciale aujourd'hui. Elle se pose d'une façon cruciale parce que nous sommes dans un autre type de contexte. Un type de contexte qui est très marqué par le développement de l'économie du numérique, par le développement de ces grandes entreprises que l'on appelle les GAFA, Google, Facebook, etc., qui travaillent au niveau international. Or, il y a une notion qui est très importante
en fiscalité, c'est celle d'établissement stable, c'est-à-dire le lieu où vous allez taxer les résultats de l'entreprise. Ces entreprises-là, ce qui les caractérise, c'est bien connu, c'est leur instabilité. Elles s'installent ici, elles s'installent ailleurs, etc., en fonction de leur planification fiscale. Donc, par conséquent, on a beaucoup de mal à saisir cette fiscalité-là. Et si je vous en parle par rapport à la fiscalité locale, c'est parce que c'est une menace, à mon avis, pour la fiscalité en général. Je veux dire par là que l'évasion fiscale internationale, elle est toujours la même. Les grandes entreprises internationales ont toujours pratiqué la planification fiscale en s'installant dans des endroits, dans des lieux, dans des états de baisse pression fiscale ou en installant des entreprises ici ou là en fonction de la fiscalité. Mais ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le phénomène économie numérique. Là, on ne sait pas comment taxer. On ne sait pas comment taxer. On peut taxer à moyen terme les flux, mais ça ne durera pas longtemps. On n'a pas de solution actuellement, je peux vous le dire, pour avoir travaillé sur ces sujets-là, on n'a pas de solution. Donc par conséquent, il faut que nous ayons une réflexion sur la fiscalité de demain. Sinon, cette fiscalité, elle va être minée, réduite à sa plus simple expression par le phénomène de la mondialisation et de l'économie numérique et de la jonction de l'Internet, ce qu'on appelait autrefois les nouvelles technologies d'information et de communication et qui est finalement maintenant banalisée, qui est l'ensemble de l'Internet, cette conjonction avec la globalisation des échanges, avec la mondialisation. C'est redoutable cela. C'est redoutable, le monde est en train de se reconstruire, un modèle économique est en train de se développer sans que nous le maîtrisions. Et ça, je crois qu'il faut en être parfaitement conscient. Et tout ça sous fond de problèmes financiers publics. Il y a aussi la question, bien entendu, des péréquations, on en parlera très certainement, péréquation verticale avec la réforme de la DGF, mais aussi péréquation horizontale. Et puis il y a la grande question des métropoles. Métropoles, régions, départements, communes, groupements de communes, etc. Qu'est-ce qui est important? Comment faire pour articuler tout ça? C'est là une question de fond, car nous le savons bien, un rapport de l'ONU nous l'a bien montré l'année dernière, en fin d'année dernière. En 1950, 30% de la population mondiale était urbaine, donc 70% était rurale. Nous vivions dans un monde rural, avec une culture, avec une civilisation qui correspond à cela. En 2014, c'est 54%, l'ensemble de la population dans le monde. En 2050, on prévoit 66%. Donc nous serons dans une situation tout à fait inédite par rapport à ce que nous avons connu jusqu'alors. Nous serons dans des sociétés urbaines et partout. Alors actuellement, le continent africain est encore à la limite entre le monde rural et le monde urbain, encore en rural, mais tout en dessous des 50%. L'Asie aussi, mais va très rapidement passer au-dessus des 50%. Et donc, par conséquent, c'est l'urbain qui va primer très vite sur le rural. Comment faire dans ce cadre-là? Déjà, nous le savons, 600 métropoles dans le monde représentent le tiers de la richesse mondiale. Le tiers de la richesse mondiale. Ça veut dire que allons-nous laisser s'entasser des populations dans les grandes villes? Allons-nous laisser le désert se produire ailleurs? C'est un enjeu fort. Dans les années 60, un ouvrage très célèbre a été publié en France par un auteur qui s'appelait Gravier, qui s'appelait Paris et le désert français. Allons-nous nous trouver au niveau international, au niveau mondial, dans la même situation dans les années à venir? Ou allons-nous retrouver ce problème d'une autre manière? C'est une question clé qu'il faut se poser aujourd'hui, cette question-là. Donc la métropole, c'est un élément essentiel. La métropole, en France, c'est finalement une reprise de ce que nous avions commencé à parler avec les métropoles, dont nous avions parlé avec les métropoles d'équilibre en 1964, 2014, avec les textes qui ont été pris, on renoue avec le passé, avec un passé d'un autre type de société, mais on essayait d'aménager le territoire à l'époque et de lutter contre ce Paris et le désert français. Les métropoles, et puis les communes nouvelles. Là encore, on renoue avec une vieille question, avec les lois Marcellin de 1971, qui essayaient de fusionner avec, ça a été un échec, qui essayaient de fusionner les communes. Il faut arriver à réorganiser le monde urbain et le monde rural, sans quoi nous allons nous trouver devant un problème grave qui pourrait engendrer
des questions que nous n'imaginons pas aujourd'hui et des problèmes non pas seulement économiques, des problèmes sociaux et peut-être même des problèmes politiques. Merci beaucoup pour votre attention. Alors nous allons passer maintenant à la première table ronde. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans les temps. Donc, j'appelle les personnes qui sont membres de cette table ronde à la tribune. Philippe. J'ai voulu gagner du temps, je suis allé trop vite, mais du coup, on a de l'avance sur la table ronde et une partie des membres de la table ronde ne sont pas encore arrivés. Il reste un petit peu de café, des viennoiseries en attendant le départ de la première table ronde. Je vous en prie.